Nous avons vu dans les vidéos précédentes la notion de composante d'un vecteur, c'est-à-dire lorsque vous travaillez dans un repère, vous allez caractériser votre vecteur par un couple de nombres, nombre A, nombre B, que l'on appelle composante, première composante pour A, deuxième composante pour B. Et d'où viennent ces composantes? Eh bien, ces réels proviennent en fait des réels que vous utilisez pour venir multiplier les vecteurs I et J de la base dans laquelle on travaille. Ce qui nous permet ainsi d'écrire le vecteur V comme étant une combinaison linéaire des vecteurs de cette base IJ. Pour rechercher les composantes d'un vecteur dans un repère, vous partez simplement de l'origine pour aller rejoindre l'extrémité, mais en respectant les directions imposées par vos vecteurs de votre base. Donc tout d'abord, on respecte le vecteur I, le premier vecteur de la base, et ensuite le vecteur J qui a cette direction. Si je représente le vecteur J, le voici. Et si on regarde cette image, eh bien, en ce qui concerne ce premier vecteur vert que j'ai tracé en partant de l'origine du vecteur U, il correspond à 5 fois, comptons correctement, 5 fois le vecteur I. Par contre, celui-ci, le deuxième vecteur vert, correspond au vecteur J et je dois multiplier J par 4. Voilà. Et donc, le vecteur U ici correspond à 5i plus 4j. Et donc, les composants du vecteur U sont 5 et 4. Voilà pour la recherche dans le repère. Par contre, pour rechercher algébriquement les composantes d'un vecteur, si je considère que le vecteur V est égal au vecteur AB, c'est-à-dire A, l'origine, B, l'extrémité. J'ai besoin des coordonnées de chacun de ces points. Le point A et le point B ne sont pas n'importe qui dans le nom du vecteur. A est l'origine, B est l'extrémité. Pour obtenir les composantes, je dois en fait calculer l'écart entre les abscisses des deux points, qui est 5 ici, et l'écart entre les ordonnées des deux points qui est 4. Et je vous ai montré dans une vidéo précédente ce 5 correspondant en fait à la différence entre les abscisses. Pour cela, vous devez tout d'abord commencer par l'extrémité. B a pour coordonnées, alors regardons correctement, donc là je suis à 8 pour l'abscisse et 2 pour l'ordonnée. A par contre a non pas 2, pardon, excusez-moi, c'est plus haut, donc c'est 6 pour l'ordonnée de B, 6, voilà, rectifions. Par contre, A a comme coordonnée 3 pour l'abscisse et 2, c'est lui qui a une ordonnée qui est égale à 2. Et donc, le vecteur V, qui est en fait le vecteur AB, aura pour composantes, si on les calcule, je prends les abscisses et je les soustrais, 8 moins 3, je vous donne la réponse avant même de mettre le calcul, et 6 moins 2 pour la deuxième composante, ce qui vous amène à 5 et 4 comme composants. Voilà, petit rappel. Alors, quelques propriétés, allons un petit peu plus loin cette fois-ci. J'en ai repris 5 ici dans le tableau que vous retrouvez dans votre cours. Alors la toute première, les composantes d'un vecteur sont uniques. Effectivement, considérons deux vecteurs U et V, dont les composantes sont bien particulières, et nous allons travailler dans la base classique, la base IJ. Alors, la toute première propriété, les composantes d'un vecteur sont uniques. Cela veut dire qu'il n'y a qu'une seule possibilité de donner les composantes. Effectivement, de par le fait que je travaille dans la base I et J, je suis obligée de commencer par le vecteur, par un vecteur collinéaire au vecteur I
lorsque je démarre de l'origine pour aller rejoindre l'extrémité. Et donc si je respecte la direction de I, je suis obligée de dessiner ce vecteur-ci en vert, le premier vecteur, qui correspond, on l'a vu juste avant, à 5 fois I. Donc je n'ai pas le choix. Et vous n'avez pas d'autre moyen, vous êtes obligé de démarrer par un vecteur dont la direction est celle de I. Alors ensuite, vous êtes obligé d'appliquer le vecteur J et de dessiner un vecteur qui a la même direction que le vecteur J. Donc celui que je viens de dessiner en orange, et vous n'avez pas le choix, il n'y a que cette possibilité-là. Et donc les composantes de U sont 5, 4 points, c'est tout. Vous ne pouvez pas partir de l'origine et appliquer le vecteur. Tout d'abord un vecteur collinéaire à J, et puis ensuite un autre. Donc l'autre, appliquer un vecteur collinéaire à I. Vous êtes obligé de respecter cet ordre-là. De plus, vous ne pouvez pas vous amuser à partir dans toutes les directions et sens. Vous n'avez pas le choix. Tout ça, c'est interdit. Point, c'est tout. C'est comme ça. Vous devez respecter donc les vecteurs de la base. D'abord I. Ah non, je vais passer. Pardon. D'abord I. Voilà, c'est mieux. Et ensuite J. Deuxième propriété, le vecteur nul a pour composante 0, 0. Oui, effectivement, dessinons le vecteur nul. Le vecteur nul, c'est un vecteur dont l'origine, je vais la nommer C, est confondue avec son extrémité, ce qui donne pour le vecteur nul cette représentation-ci. Donc, nous avons le vecteur CC. Alors, comment fait-on pour calculer les composantes d'un vecteur? Eh bien, on doit prendre l'extrémité et soustraire ses coordonnées, et lui soustraire les coordonnées de l'origine. Et donc, si j'ai pris un point C ici, qui a comme coordonnées 2 pour l'abscisse et 6 pour l'ordonnée, donc je dois faire 2 l'abscisse de l'origine, de l'extrémité moins 2 l'abscisse de l'origine, et l'extrémité, et la deuxième composante, c'est la même chose, ça fera 6 moins 6, ce qui vous donne bien 0. 0 pour chacune des composantes. Et voilà. Deuxième propriété de fait. Troisième propriété. Si nous avons des vecteurs égaux, eh bien, les composantes seront égales à ces deux vecteurs. Et inversement, si nous avons des vecteurs de même composante, eh bien, les vecteurs seront égaux. Effectivement, je vais proposer de vous montrer cela à l'aide d'une petite simulation. Alors, le simulateur que j'utilise ici pour vous montrer, pour vous expliquer la propriété concernant les vecteurs égaux, la propriété numérique des vecteurs égaux, eh bien vous pouvez aller vous-même la chercher. Voici le nom du site sur lequel je me base, c'est PhET. C'est un endroit où vous allez trouver plein de simulations pour votre cours de physique, de cours de chimie. Ça commence à être développé pour le cours de mathématiques, il y en a quelques-unes, pour le cours de biologie également. Et il y en a encore une autre, mais je ne sais plus laquelle. Enfin, soit moi, ce qui m'intéresse, ce sont les mathématiques, et je ne fais pas de sciences avec vous, mais vous pouvez aller voir ce qu'il y a pour votre cours de sciences. Alors, il y a juste un petit défaut ici avec la simulation que je vous propose d'utiliser pour vous démontrer la propriété numéro 3. Malheureusement, regardez, il a mis des flèches du côté des x et y négatifs. Bon, voilà, vous allez faire comme si elles n'étaient pas là. Bien sûr. Alors, j'ai la possibilité de venir placer des vecteurs. Je vais en placer un ici, le vecteur A, et voilà. Je vais proposer de travailler ce vecteur-ci. Alors, quelles sont les composantes? Eh bien, il suffit que je demande au simulateur de me tracer le chemin. Attention, faites attention aux graduations. Oui, l'échelle est grande, c'est pas grave. Hein. Nous partons de ce point-ci et nous avançons de 5 10 pas suivant la direction de I. Donc j'ai 10 I et puis je monte de également 10 J. Et regardez, les composantes en fait sont écrites ici. Nous avons 10, 10 comme composantes. Venons dessiner un vecteur. Je vais tout d'abord effacer ceci. Voilà. Venons dessiner un vecteur B égal au vecteur A. Souvenez-vous, le vecteur
égal au vecteur A doit être un vecteur qui a même direction, même sens et même norme. J'ai bien la même direction. Regardez, je passe par les diagonales de mon carré. J'ai bien le même sens, hein, dans ce sens-ci pour les deux. Et j'ai la même norme, j'ai deux diagonales de carré. Quelles sont les composantes de chacun? Ben voilà, regardez, hein, le parcours à faire pour aller de l'origine à l'extrémité en suivant la direction des vecteurs de la base IJ sont exactement les mêmes. J'ai 10 pas, donc 10 I, suivant donc la direction de X, et j'ai 10 J également. Regardez, vous avez les composantes de V qui sont reprises ici, et nous avions bien pour A 10, 10 également. Donc, des vecteurs égaux ont des composantes égales. Voilà, vous avez pris note du logiciel, je vais rebasculer sur mon tableau. Quatrième propriété, lorsque j'additionne deux vecteurs, eh bien, quelles seront les composantes de la résultante? Eh bien, simplement la somme des composantes. Vous allez prendre la première composante de U, la première composante de V, vous allez les ajouter. Deuxième composante de U, deuxième composante de V, vous allez les ajouter. Je vais vous proposer de vous le montrer également, de vous justifier ces propriétés à l'aide du même simulateur qu'utilisé précédemment. Alors, je viens donc sur cette simulation qui est différente de la précédente. Regardez, j'ai le vecteur A et le vecteur B. Si j'en fais la somme, j'obtiens le vecteur C. Je peux modifier les composantes du vecteur A. Je vais prendre moins 2 pour la première. Je vais laisser 5 pour la deuxième. Et je garde 5, 5 pour les composantes du vecteur B. Si je fais l'addition de ces deux vecteurs, regardez, hein, je les additionne, je vais utiliser Chasles. Si je les additionne, A et B, j'obtiens bien le vecteur C. Quelles sont les composantes de la résultante par rapport aux composantes des deux vecteurs que je viens d'additionner? Eh bien, elles sont notées ici. Si je les affiche, hein, il suffit de regarder. Pour le vecteur A, j'ai moins 2, et pour le vecteur B, j'ai plus 5, ce qui me donne un résultat de plus 3. Effectivement, c'était repris ici. Si j'additionne 5 moins 2, 3. Qu'en est-il de la deuxième composante? J'ai 5 pour la deuxième composante pour le vecteur A, 5 pour la deuxième composante pour le vecteur B. Quelle est la deuxième composante de C? Si vous comptez, vous en avez 10, c'est repris ici. Et donc, qu'en est-il des composantes d'un vecteur résultant de la somme de deux autres? Donc, vous additionnez simplement les composantes de chacun. Alors, je profite d'être ici pour vous montrer également la cinquième propriété. J'ai oublié de compter correctement, là. Je vais décaler mon vecteur C. Regardez, je peux ici multiplier un vecteur par un réel. Si je viens multiplier le vecteur B par 2, que deviennent les composantes du vecteur obtenu après multiplication? Eh bien, je les ai simplement doublées. Effectivement, donc B c'est toujours bien 5, 5 au départ, mais que sont devenues les composantes après avoir multiplié par 2? On va compter ensemble. 2, 4, 6, 8, 10. J'ai doublé la première composante, j'ai doublé B, j'ai doublé la première composante. Qu'en est-il de la deuxième composante? On compte 2, 4, 6, 8 et 10. J'ai doublé également. Et donc, comment obtenir les composantes d'un vecteur multiple d'un autre? Eh bien, vous prenez ce premier vecteur, vous multipliez simplement ces composantes par le réel avec lequel vous avez multiplié votre vecteur. Qu'en est-il de la somme résultante? On a fait ça ensemble, là. Regardez. Donc, si j'additionne A et 2B, A c'était moins 2, j'additionne 10, j'obtiens 8. La deuxième composante, c'est 5 pour A, ce sera 10 pour 2B, j'obtiens 15. Et voilà, donc tout reste suit. Et voilà pour la partie théorique. J'espère que vous avez compris. C'est pas bien compliqué. En gros, il faut un peu savoir calculer et compter.